Vous connaissez l'idiot du village? C'est moi qui viens de tourner à peu près 5 minutes de vidéo sans avoir branché le micro pour la 3e fois que ça m'arrive. Bref. Action. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau book tag. Mais je suis un grand-père, c'est un DK parce qu'il est 17h et que sinon je ne vais pas dormir. J'aime bien vous faire des points lecture quand j'ai à peu près 4 livres à vous parler. Actuellement, j'ai que 2 lectures et là je suis en pleine lecture de Dune. J'ai lu presque 200 pages, donc sur 800, sur 900. Donc je suis pas prêt de terminer ma lecture. Donc au lieu d'attendre pour faire le point lecture et de ne rien poster, je vais poster un book tag parce que c'est une vidéo facile à tourner. Du moins, je pense, on verra, c'est que le 2e que je fais. Et là, j'avais pas l'envie ni le temps de me creuser la tête à trouver des questions. Du coup, j'ai été piqué chez Séverine de Il est bien ce livre, le book tag. Désolé, je ne vous regarde pas, c'est très impoli. Ta palle et moi, ou non, ma palle et toi. Le book tag sur la palle. Je sais, ma palle et moi, oui, ma palle et moi, pas toi. Pour mes 4 amis, je dois à peu près avoir 4 amis dans la vie qui regardent ma vidéo mais qui ne lisent pas. Pal, ça veut dire pile à lire, donc en gros c'est les livres qu'on a achetés et qu'on n'a pas lus, tout simplement. Un book tag aujourd'hui et peut-être un point lecture soit en bonus la semaine prochaine, soit vendredi prochain, en fonction de comment j'arrive à lire ce week-end. Attendez, je finis mon café parce qu'après il va être froid. Je déteste boire un café froid. Je me fais rire tout seul avec mes conneries. Bref, donc je vais sûrement avoir le nez sur mon téléphone de temps en temps parce que j'ai les questions sous les yeux. La première question, combien de livres as-tu dans ta palle ? Alors je viens de compter, actuellement je dois être entre 46 et 50 en fonction de mon habilité à compter car je ne suis pas très bon en mathématiques. Donc j'ai une 50aine de romans, ça peut paraître beaucoup. Pour moi c'est beaucoup parce que comme je vous l'ai dit j'ai qu'une bibliothèque et j'essaye de pas me laisser déborder par les livres. Donc 50 ça commence à peser, j'ai toujours plus de livres lus que de livres non lus chez moi. Mais d'un côté je m'en fiche parce que comme je vous l'ai dit, je garde pas les romans une fois que je les ai lus. Sauf si ça avait été vraiment un énorme coup de cœur, soit je les donne, soit je les prête, soit je les revends, soit je les mets en boîte à livres. Donc les livres, ça va, ça vient. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal parce que là, je commence à un peu en avoir partout. C'est vrai que depuis que je suis sur Booktube, j'ai tendance à acheter un peu trop de romans. Si ma banquière regarde cette vidéo, ça sert à rien de regarder la suite. Vraiment, te fais pas de mal. Du coup, voilà, je dois avoir une 50aine de romans dans ma palle. D'où viennent principalement les livres de ta palle? Achat, neuf, occasion, service presse, cadeau. Presque uniquement des achats personnels. Majoritairement des occasions et quelques neufs. Jusqu'il y a encore 2-3 mois, j'achetais principalement de l'occasion et quelques neufs où je me disais, allez, 1 ou 2 neufs par mois. Enfin, quand je dis neuf, j'entends grand format. Les poches, c'est vrai que j'en ai toujours acheté énormément pour une question de prix, tout simplement. Faut que je me calme parce que là, je suis un peu excité, je parle n'importe comment. Et c'est vrai que là, vu que j'ai envie de parler de livres qui viennent de sortir ou des livres que les copains parlent et que du coup j'ai envie de découvrir moi aussi, c'est vrai que j'achète de plus en plus même de livres neufs. Ça a un coût que je commence à sentir là depuis 1 mois et demi, 2 mois. Je me rends compte que je dépense un peu trop, donc là j'essaye de me calmer. Je dis ça, je suis encore allé en librairie hier pour récupérer une commande, donc ça devait être un livre. Je suis reparti avec 3 livres parce que j'en ai vu 2 qui me tentaient. Bref, c'est surtout des achats neufs ou d'occasion. Cadeaux, non. Ceci est aussi un 2e message pour mes amis, ceux qui ne savaient pas ce que voulait dire le mot pâle. Si vous voulez m'offrir des livres, allez-y, j'attends que ça les gars. Moi je vous fais des cadeaux des fois et vous jamais. Non, je rigole. J'ai des amis très sympas qui me font beaucoup de cadeaux, qui me payent plus souvent à manger et à boire quand on peut sortir dans les bars ou les restaurants. Mais là actuellement les bars et les restaurants sont fermés les gars, donc pensez à toutes les pintes que vous n'avez pas pu me payer. Achetez-moi un bouquin ou 2. Sinon, SP non parce que je n'en reçois pas et je n'en demande pas. Tout simplement parce que je ne pense pas être légitime pour l'instant, donc je ne demande pas de service presse et on ne m'a pas contacté, donc pas de service presse, que des achats personnels ou presque que des achats personnels. Et en ce moment un peu plus de neuf que d'occasion, mais j'essaye d'équilibrer les deux et ne pas me mettre dans le rouge juste parce que j'achète des livres. Mais c'est vrai qu'en plus depuis novembre, depuis le dernier confinement, j'ai un très bon rythme de lecture, je plafonne très bon. Chacun son temps, après le rythme de lecture, il n'y en a pas de rythme idéal selon moi, chacun a son rythme de lecture, mais moi je suis entre 10 et 15 livres par mois, ce qui est beaucoup parce qu'avant j'étais plutôt entre 5, 6, 7 livres les bons mois, et puis bien sûr quand on lit 10, 15 livres par mois, il faut les avoir, donc c'est vrai que j'essaye d'aller un peu en médiathèque
mais vu que je lis beaucoup à l'instinct, en fait, quand je referme un livre, jusqu'à la dernière page, je ne sais pas ce que je vais lire après, et donc du coup, quand tu empruntes en médiathèque, t'es un peu conditionné. C'était long cette question. Prochaine question, monsieur le juge. Quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Angoisse, amour, indifférence? Indifférence, indifférence, indifférence. En vrai, j'en ai rien à faire. J'achète des livres, des fois j'achète des livres en sachant que je ne les lirai pas ou alors pas tout de suite. Hein. Ça m'arrive surtout avec les poches où je le vois, je lis le résumé, je me dis ouais, why not? Pas maintenant, je sais qu'à l'instant T, j'en ai pas envie, mais que j'en aurai peut-être envie dans 2 ou 3 mois, donc bref, je l'achète. C'est pour ça, j'ai pas de relation d'amour ou de haine envers ma palle. Si, peut-être de l'amour parce que il y a plein de livres que j'ai envie de lire, donc voilà, mais je suis pas angoissé ni rien, enfin, je me dis qu'ils seront lus et que s'ils sont pas lus, bah, vu que je fais le tri presque tous les mois ou tous les 2 mois dans ma bibliothèque, s'ils sont pas lus, je les fais partir et ça va être lu par quelqu'un d'autre et ça lui fera plaisir, donc c'est pour ça. Je n'ai vraiment pas d'angoisse par rapport à ça, je n'ai rien à faire. Comme je vous dis, j'en fais un peu traîner partout, j'ai un tas là-bas, je dois avoir 2-3 livres dans le salon. Principalement, c'est à côté de mon lit, j'ai une grande table de nuit, enfin une grande table de nuit, c'est même une desserte, hein, c'est même pas une table de nuit. Et ma palle est principalement là. Après, il y en a quelques-uns que je range déjà, surtout les poches. Les poches que j'ai pas lues, je les range directement dans ma bibliothèque parce que j'aime bien ranger mes poches et j'ai beaucoup de poches. Donc vu que je les range par maison d'édition, ça rentre bien. Je garde surtout les grands formats à côté de moi sur ma table de nuit. Souvent, ça m'arrive de faire des insomnies et que j'ai pas envie de lire le livre sur lequel je suis, j'en prends un que je peux finir rapidement ou alors que j'ai envie de commencer pour voir. Enfin bref, voilà, je pioche dans ma table de nuit. Je parle très vite. Peut-être que je parle un peu trop vite, je sais pas pour vous. J'avoue, je fais une confidence. J'ai l'habitude de regarder les vidéos sur YouTube en vitesse accélérée. Avant, je les mettais en x1,5 et c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude que maintenant, j'arrive même à regarder les vidéos en x2, ce qui me permet de binge-watcher les plans lecture des chaînes que je suis, les points lecture des chaînes que je suis et qui peuvent durer 1 heure en une demi-heure. Et quand on a 5 à regarder d'1 heure, bah, t'es bien content de le regarder en une demi-heure. Donc voilà. Et vu que je regarde les vidéos en vitesse accélérée, j'ai tendance à vouloir parler vite parce que j'entends les gens parler vite. Donc je vais essayer de prendre mon temps et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je parle trop vite et j'essaierai d'y faire gaffe et de parler plus lentement pour les prochaines vidéos. Prochaine question. Quel livre est depuis le plus longtemps? Ça fait bizarre comme tournure. Quel est le plus vieux livre dans ta palle? Le plus vieux dans le sens où... Oui, depuis le plus longtemps. Vous avez compris? Peut-être pas. Donc le livre que j'ai dans ma palle depuis le plus longtemps, c'est Faggot de Larry Kramer. Faggot de Larry Kramer, qui est le fondateur de Act Up, je crois. C'est écrit nulle part, mais je suis presque sûr que c'est ça. Je pense que l'auteur, c'est vraiment le fondateur de Act Up États-Unis. Je suis plus sûr, je retrouve pas l'info là, donc il faudrait que je recherche. Ce livre, je l'ai depuis 2014, donc ça fait 6-7 ans que je l'ai dans ma palle. Ça n'arrive jamais. Hein. Comme je vous dis, vu que je fais le tri très souvent, en général, au bout de 2 mois, si je sais que je vais pas le lire, les livres, ils jartent. Celui-là, c'est que, en fait, j'ai envie de le lire, mais il est écrit en anglais parce que je l'ai acheté... quand j'étais en licence d'anglais, je suis parti vivre plusieurs mois à Liverpool. Et il y avait une librairie homosexuelle, comme les mots une librairie gay dans Liverpool, comme les mots à la bouche à Paris. Et donc celui-là était un peu vendu comme le classique de la littérature gay, mais je crois qu'il n'a pas été traduit, qu'il existe uniquement en anglais. Moi, j'ai pas trop de soucis à lire l'anglais. C'est vrai que là, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu de livre en VO, mais je l'avais acheté. Et le livre date un peu, hein, il doit dater des années 80. Je suis vraiment une quiche. De 78. Donc le livre commence un peu à dater. Et il y a plein d'expressions et de mots de langage parce que j'ai commencé à le lire, hein, j'ai lu une 50aine de pages. C'est pas très gros, ça fait 300 pages, j'en ai déjà lu 50, mais j'ai eu du mal à... Peut-être il y avait des mots de vocabulaire que je connaissais pas et ça m'embête de devoir aller chercher les mots, tout ça. Donc je l'ai mis en pause il y a 7 ans quand je l'ai acheté et je l'ai jamais relu. Et j'ai envie de le lire parce que c'est le fondateur de Act Up aux États-Unis et en gros, il est question d'homosexualité, sexualité un peu dangereuse dans le New York des années 80, avec les quartiers gays, les grosses soirées où il y a beaucoup de sexe, l'arrivée du sida, etc. Donc ça a l'air d'être assez sombre, assez glauque, enfin vraiment sur l'épidémie de sida, comment c'est arrivé et comment les gens l'ont vécu à New York dans ces années-là. Donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un thème qui me plaît énormément. Mais ouais, j'ai eu du mal à rentrer dedans et je l'ai jamais repris. Et là, rien que d'en parler, ça me donne extrêmement envie. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce tag, parce que je me suis dit, rien que de parler des livres, ça va me donner envie de les lire. Et c'est exactement le cas avec celui-là, mais bon. Je ne sais pas quand c'est ce que je le lirai. Je sais pas si c'est beaucoup lu en France. Apparemment, c'est vraiment
très important pour la culture gay en littérature. Ensuite, quelle douce voix j'ai quand même. Quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Ils me donnent très envie, je sais pas vraiment, parce que comme je vous le dis, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Quand je finis un livre, souvent j'embarque sur quelque chose auquel j'avais pas pensé, donc j'en ai quand même choisi 3. En premier, j'ai envie de lire Le Syndrome E de Franck Tillier. Là, vous voyez, j'ai une édition intégrale avec Le Syndrome E, Gattaca et Atomka, qui sont les 3 enquêtes, ou en tout cas 3 enquêtes qui réunissent Charcot et Lucienne Bell, 2 personnages récurrents de Franck Tillier. Si j'ai envie de lire ceux-là, qui sont pas tout jeunes, hein, l'édition, je sais pas de quand elle date, mais les romans sont sortis il y a plusieurs années, c'est parce que hier, j'étais sur le live de Isa, donc du conte Les Chroniques du Hérisson, que je vous mettrai en barre d'infos. Et Isa adore Franck Tillier, elle en a déjà souvent parlé sur sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que du coup, hier, il y a eu une discussion plus ou moins longue sur les Franck Tillier, sur ce qu'il fait. Et elle a parlé justement du syndrome E. Et je me suis dit, mais j'ai ce bouquin, je crois. Et effectivement, j'avais acheté l'été dernier cette intégrale, et je ne l'ai pas lu, alors que j'ai jamais lu de Franck Tillier et que j'avais envie de découvrir. Donc je pense lire Le Syndrome E, apparemment c'est une très bonne enquête en plus et que c'est intéressant de voir Charcot et Lucienne Bell. Alors je connais ni l'un ni l'autre vu que j'ai jamais lu de Franck Tillier, je pense pas que ça va me gêner. Peut-être que j'aurai quelques manques sur l'histoire parce que je crois que Charcot il a quand même subi pas mal de trucs avec Franck Tillier qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Donc peut-être qu'il va me manquer quelques éléments sur la vie de l'inspecteur, de l'enquêteur, mais enfin bref. J'imagine qu'il va y avoir une petite romance romance, ça reste du thriller, une petite histoire d'amour entre Lucienne Bell et Franck Charcot, j'en sais rien, je l'ai pas lu, mais j'imagine. Et donc du coup voilà, ça me donne très envie de découvrir Franck Tillier, Le Syndrome E, qui est genre une enquête un peu neuroscientifique, où je crois que c'est un truc sur le fait que quand on tue quelqu'un, sur notre rétine, il y a l'image du tueur qui s'imprime. Alors je crois que c'est ça à peu près le sujet en gros, ou un truc dans le genre, j'en sais pas plus. Et ça me donne très envie, donc je vais peut-être lire ça prochainement, parce que j'aime bien lire de temps en temps un polar ou un thriller. Alors c'est vrai que j'en montre pas beaucoup, parce que j'en lis pas beaucoup, mais ça m'arrive quand même d'en lire, et puis bah là j'ai envie tout simplement. Celui-là il est arrivé hier, L'autre Rimbaud de David Le Bailly chez l'Iconoclaste. Et donc dans ce roman, en fait, on parle du frère aîné de Arthur Rimbaud, qui a existé, hein. Donc je pense que c'est un peu fictif, mais que ça a été fait sur un travail de recherche. Et comment, en fait, ces 2 frères qui ont eu la même éducation, la même vie, la même enfance, comment ils sont devenus si différents? Parce que Rimbaud, il est devenu le poète qu'on connaît, alors que son frère, je sais pas ce qu'il fait son frère, c'est pas marqué. Mais en gros, ils expliquent que Rimbaud ne parlait plus du tout à son frère et que même dans la famille, il y avait des dissensions avec ce frère. Donc j'aime beaucoup la poésie, j'aime bien Rimbaud. Ça me donne très envie de savoir qui est ce frère, cet inconnu, cet oublié de l'histoire. Donc voilà, je lirai L'autre Rimbaud à mon avis très rapidement. En plus c'est très court, les marges sont énormes. Alors ça m'agace un peu parce que tu payes le bouquin 19 balles et on vous fait des marges aussi grosses que le texte limite. Donc bref. Donc voilà, 300 pages, 330 pages avec ces marges, ça va se lire très vite. Et ensuite, pour vous le montrer à peu près une 8e fois sans l'avoir lu, Le Prince des Marais de Pat Conroy. Comme je vous l'ai dit, on est dans le sud avec un frère et une sœur qui ne se parlent plus, mais qui, par la force des choses, sont obligés de se recontacter et de se voir. J'avais bien aimé Charleston Sud, mais sans plus de Pat Conroy, et j'ai envie d'en découvrir plus. Donc voilà. Celui-là, mais pareil, en fait, il fait lui aussi 600 pages. Et là, pour le coup, les marges et les interlignes sont toutes petites. Donc, vu que là, en plus, je suis déjà dans les 900 pages de Dune, je sais pas si je vais enquiller tout de suite avec un gros pavé. Donc, c'est pour ça que le syndrome E, à mon avis, de Tillier, ça se bouffe. Ça doit être un espèce de page turner qui se lit super vite. Et l'autre, Rimbaud, va se lire également très vite. Donc, peut-être dans 2 ou 3 lectures, j'aurai envie de sortir le Pat Conroy. Prochaine question. Quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? Donc, de ma sortie en librairie d'hier, L'autre Rimbaud. Les nouvelles vagues de Arnaud Catherine, j'allais dire Philippe Catherine, mais c'est pas ça. Je sais pas si on voit, si ça fait un focus, enfin bref. Arnaud Catherine, Les nouvelles vagues. Je l'ai acheté hier soir à 18h, à 22h il était fini. Je l'ai dévoré, c'est la suite de romances que j'adorais. Je vous en parlerai en point lecture. C'est une petite romance gay, young adulte, mais pas cucu, pas trop adolescent, enfin ça se lit à n'importe quel âge. J'ai beaucoup aimé, j'en parlerai très prochainement dans la prochaine vidéo point lecture. Donc ces 2-là sont arrivés hier à égalité avec La vie en chantier de Pete Fromm chez Gallmeister Totem. J'ai vu que Céline du compte Instagram Céline Lecture l'avait reçu en service presse il me semble, et moi j'étais allé en librairie la semaine dernière et je l'avais vu, il venait d'arriver chez mon libraire. J'avais lu le résumé et j'avais extrêmement envie de le lire et au final j'ai dû acheter autre chose, donc bref. Et là vu que j'y suis retourné hier,
qu'il était toujours sur la table des nouveautés et qu'il me donnait toujours autant envie. Je l'ai pris. Ça a l'air très dur et très sombre. En fait, on est avec un couple, la femme est enceinte et elle meurt en couche ou au moment de l'accouchement. Et donc le père se retrouve seul à élever le nouveau-né. C'est à peu près ça, je sais pas trop où ça se passe. C'est pas indiqué où est-ce que ça se passe. Ça doit sûrement être aux États-Unis vu que c'est Gallmeister et je crois qu'il publie principalement des romans américains. Ça a l'air très dur, mais en même temps ça me donne très envie de savoir comment ce père va s'en sortir avec ce fils alors qu'ils disent qu'il y connaît rien à la paternité, à la responsabilité, c'était son premier enfant. Donc voilà. Et j'aime bien parce que le roman est découpé en jours, genre jour 140, jour 137, jour 136. C'est vraiment voilà, par jour. Et du coup, ça me donne très envie. Donc celui-là aussi, j'ai envie de le lire ça prochainement. Mais je dis ça déjà sur tous les livres, donc prenez-le pour ce que ça vaut. Ensuite, prochaine question. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta pile à lire et pourquoi? J'ai fait des tas à côté. Ah bah oui, vous voyez tout depuis tout à l'heure. Les 3 livres que j'arrive pas à sortir de ma pile à lire. En premier, j'ai mis Métro 2034 de Dimitri Glukovski chez Le Livre de Poche. J'ai lu Métro 2033 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça un peu longué par moments. Je me suis pas tant attaché que ça au personnage principal. En fait, dans Métro 2033, il y a une guerre nucléaire qui a supprimé toute la surface de la Terre et les gens se sont réfugiés dans les métros. Et donc là, nous, on est dans le métro moscovite en Russie. On suit alors un personnage principal qui, vous doutez bien que je me rappelle plus du prénom. Un personnage principal, il est dans sa station et en fait, il doit accomplir un peu un espèce de périple dans toutes les différentes stations du métro moscovite. Sauf qu'on se rend compte que le métro est divisé en clans, en factions. Donc, tu as des stations de métro qui sont adeptes du 4e Reich, qui est en fait une suite un peu du 3e Reich nazi. Et donc, eux, ils suivent la règle nazie. Tu as un métro qui est communiste, un métro qui est un peu en mode baba cool. Ils fument des trucs qui sont un peu perchés, enfin voilà. Et en plus de ça, il y a un petit côté science-fiction avec... pas des aliens, mais on sait pas trop, une entité non humaine qui rôderait dans les couloirs du métro, un peu suspecte, qu'on n'en sait pas plus, enfin bref. Donc c'est de la grosse science-fiction post-apocalyptique. En général, j'aime beaucoup ça, et c'est vrai qu'avec Métro 2033, en fait, vu qu'il se balade dans toutes les stations au fur et à mesure du roman, il rencontre les différents clans, les différentes façons de régir la station, un peu tous les régimes politiques qui a pu exister. Et en fait, j'avais l'impression à chaque fois de lire des nouvelles avec une fin un peu moralisatrice à chaque fin de nouvelle. C'était un peu genre Candide, mais dans le métro à Moscou après l'apocalypse. C'était un peu l'impression que j'ai eue par chapitre. C'était en mode au 4e Reich, voilà, je sais plus le nom du personnage, c'est con, mais... Donc il arrive là, il se passe ci, quelques rebondissements, nanana, hop, voilà... Ça n'a aucun sens ce que je dis. Et en fait, à chaque fois qu'il arrivait dans une station, il lui arrivait un événement, quelque chose, ça se passait mal, il devait quitter la station, il repartait, et ça a fait ça pendant tout le roman sur à peu près 600 pages. À la fin, on savait très bien, enfin le schéma était tout le temps le même, il débarquait dans la station, il lui arrivait une tuile, par un twist plus ou moins gros ou pas, il arrivait à s'en sortir et il partait vers une autre station. Et donc c'est pour ça, j'avais trouvé ça un peu moyen. Mais là, donc du coup, j'ai du mal à me lancer dans la suite, alors que l'univers m'avait plu. Hein. Cette histoire de différents clans dans le métro à Moscou, c'était super intéressant. Donc j'ai du mal à me lancer dans la suite. Ce qui pourrait me décider à le lire, c'est que dans celui-là, on ne suit pas le même personnage. Je crois que c'est une histoire qui se passe à peu près en parallèle, ou peut-être juste après, mais avec un autre personnage qu'on a probablement croisé rapidement dans le premier tome. Donc ouais, je me dis pourquoi pas, vu que c'est un autre personnage, que c'est plus court, hein, ça fait presque... Ouais, ça fait que 450 pages, alors que l'autre en faisait au moins 600. Celui-là, j'ai du mal à le sortir parce que j'ai pas beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, c'est aussi un tome 2, entre guillemets. C'est Go Set a Watchman. Donc en français, ça doit être Va et poste une sentinelle de Harper Lee. Donc c'est la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. J'ai adoré Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est l'histoire d'un avocat blanc qui doit protéger un homme noir dans les années 30 parce que l'homme noir est accusé de viol sur une petite blanche, évidemment. C'est très fort, en fait, parce qu'on voit le procès et ce combat racial à travers les yeux de la fille de l'avocat, donc une petite fille de, je sais pas, elle doit avoir à peine 10 ans. Et du coup, c'est très insouciant, très naïf, très beau. Ça parle de l'enfance, elle comprend peut-être pas vraiment pourquoi, vu qu'il est noir, il est forcément coupable.
Son père essaye de lui expliquer, donc j'avais beaucoup aimé. Et le problème, donc j'ai acheté ce... Ah, mais ce roman-là aussi doit être un des plus vieux dans ma palle parce que je l'ai acheté en même temps que Fagot de Larry Kramer quand j'habitais en Angleterre. Quand j'étais à Liverpool, il était sorti à ce moment-là, donc j'en avais profité parce qu'en plus j'ai trouvé l'édition super belle. C'est un hardback. La couverture elle est pas super, mais la jaquette est super belle. Enfin bref, j'aime bien les hardbacks, donc je l'avais acheté et je me suis jamais lancé dedans. C'est aussi parce que c'est en anglais et que c'est un peu un langage soutenu. Et parce que j'ai lu que des mauvais avis. Et tout le monde dit qu'elle aurait jamais dû sortir une suite à ce roman et qu'elle aurait dû s'en tenir au premier tome. Donc c'est pour ça. Vu qu'en plus le premier tome est vraiment un classique, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de se dire que c'est bâclé? Et d'un autre côté, j'ai envie de savoir, parce que ça se passe 20 ans après. La petite fille qu'on a suivie dans le premier tome a grandi, donc c'est pour ça que ça me donne envie. Donc voilà, va et poste une sentinelle de Harper Lee. L'édition, je ne sais pas. C'est de l'anglais. Putain, ça coûtait 19 livres. Ça fait cher en euros. Ça fait 25 balles. Oh, quoique, pour un livre en dur, je sais jamais brocher ou relier. Un hardback, ça va encore. Et ensuite, j'ai La Servante écarlate de Margaret Atwood. Moi, je l'ai chez Robert Laffont, Pavillon Poche. Celui-là, pareil, j'arrive pas à le sortir parce que j'ai commencé la série. J'ai regardé, je sais pas, 2 ou 3 épisodes. J'avais bien aimé, mais ça me mettait dans un drôle d'état. En fait, quand je regardais un épisode, j'y prenais plaisir, mais en même temps, j'étais mal à l'aise, j'étais gêné. Bon, d'un côté, ça veut dire que c'est très bien fait, à mon avis, parce que ça doit être tout à fait la volonté des producteurs de la série. Et je pense que j'aurais la même sensation en lisant le roman. Et j'ai pas trop envie, en fait, en ce moment, d'être mal à l'aise. Avec Suquan Island de David Vann, ça a été parce que c'était sur 200 pages et ça se lisait très vite. Là, ça fait quand même 500 pages, mine de rien. Du coup, j'ai un peu peur. L'histoire me plaît, je sais de quoi ça parle. Enfin, je vous dis, j'ai vu des épisodes de la série. Et j'ai peur d'être dans un bad trip après l'avoir lu. Donc là, on est dans une société où très peu de femmes peuvent donner des enfants, je crois, un truc comme ça. Et du coup, les femmes qui peuvent donner des enfants sont au service des riches qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc on suit la servante écarlate qui est habillée tout en rouge dans cette société ultra puritaine et catholique. Et non, pas catholique, mais ultra puritaine et religieuse. Je sais pas c'est quoi la religion. Et en gros, en fait, elle doit coucher avec son patron pour pouvoir lui donner un enfant. Et j'ai vu la scène, donc ça doit être dans les premiers épisodes de la série, on voit cette scène et ça m'a mis super mal à l'aise et j'étais genre en mode ouais, non, je sais pas si j'ai envie de voir ça. Donc voilà, j'ai envie de le lire mais ça me fait un peu peur et j'ai envie surtout d'être de bonne humeur ou d'avoir peur mais pas d'être un peu en mi-molle quoi. Prochaine question. Quels sont les 3 livres de ta palle considérés comme des chefs-d'œuvre? Le mot chef-d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un peu de débat sur ce mot. Donc, dans le doute, j'ai choisi 3 classiques. Parce que c'est pas le chef-d'œuvre d'une personne, mais en général, si c'est un classique, c'est le chef-d'œuvre d'une époque ou d'une génération ou de plusieurs personnes. Donc, j'ai essayé de choisir 3 classiques que je n'ai pas encore lus, qui sont dans ma palle et que j'ai envie de lire. En premier, Jane Eyre de Charlotte Brontë, que moi j'ai en poche chez Folio Classique. C'est écrit classique dessus. C'est pas moi qui le dis. Jane Eyre, qu'est-ce que ça parle? De quoi que ça parle? Je ne sais pas. Ça fait 700 pages, c'est écrit tout petit, c'est les sœurs Brontë. J'ai lu quoi des sœurs Brontë? Léo de Hurlevent? C'est elle, non? C'est une des sœurs, je crois. Il me semble que Léo de Hurlevent, ça doit être d'une des sœurs Brontë. Je sais pas si c'est Charlotte. Peut-être Émilie? Je crois qu'elle s'appelle Émilie, la gourgandine. Donc là, je sais pas, on suit une institutrice, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Jane Eyre, que c'est une institutrice un peu féministe, révoltée contre les hommes, ce qui est très novateur à l'époque où ça a été écrit. Donc c'est aussi un roman d'apprentissage, il me semble qu'on la suit très jeune et qu'on la regarde évoluer tout au long de sa vie. Donc c'est pour ça, j'adore les romans d'apprentissage, j'adore suivre un personnage de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, puis parce que c'est un classique et j'aime bien avoir quelques classiques dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire. On est d'accord, ça fait bien quand il y a des gens qui viennent en mode « Ouais, j'ai Jane Eyre », alors que je les ai pas lus. Celui-là, à mon avis, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont lu et que moi, je ne l'ai pas lu. Ensuite, autre chef-d'œuvre que j'ai dans ma pile à lire, de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça parle. Je sais qu'on est en 1930, pendant la Grande Dépression aux États-Unis, et on suit une famille qui, je crois, elle fait un périple à travers les États-Unis, ou alors elle fuit quelque chose. Enfin, c'est des gens très pauvres qui subissent la famine, la dépression. Ça a l'air d'être très sombre.
mais apparemment c'est un des romans qui dépeint le mieux la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis, donc c'est pour ça que ça me donne trop envie. J'en profite pour faire un petit teasing. J'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos qui se concentre sur une décennie et de parler de films ou de séries que j'ai vus par rapport à cette décennie et qui sont assez immersifs. Et j'ai envie de commencer justement par les années 30, commencer par les années 30 et de remonter jusqu'en 2020. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire aussi Les Raisins de la colère, parce que j'ai lu que c'était un des meilleurs romans sur les années 30 avec Des souris et des hommes, je crois aussi, du même auteur, et que je ne l'ai pas lu. Après, pareil, vu que c'est... J'ai vu quoi? J'ai vu prix Nobel de la littérature. Et le dernier prix Nobel que j'ai lu, c'était Sa Majesté des Mouches de William Golding, je ne suis même pas sûr. Sa Majesté des Mouches, en tout cas. Et j'avais détesté ce bouquin, genre je me suis vraiment ennuyé. Et donc du coup, j'ai un peu peur, vu que c'est un prix Nobel. On a le droit d'avoir peur des prix Nobel? C'est effrayant, non? C'est écrit super petit. Je suis comme un gosse, en fait, quand c'est écrit petit et que le roman est gros, bah j'ai peur. Mais après, si c'est immersif et tout, pourquoi pas, hein, mais... Ouais. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. C'est chez Folio, et c'est le prix Nobel de la littérature. En quelle année? En 1962, messieurs, dames. Et ensuite, est-ce que c'est écrit prix Nobel? C'est pas écrit prix Nobel. J'ai mis L'homme qui meurt de James Baldwin, toujours chez Folio. Eh ben tiens, mes 3 chefs-d'œuvre, ce sont des Folio. Pourquoi j'ai envie de lire ce livre? Parce que James Baldwin est un auteur, alors je sais pas s'il est gay ou homosexuel, mais qui apparemment beaucoup écrit là-dessus, et donc sur l'homosexualité et sur le fait d'être noir et sur les conflits raciaux. Ce sont 2 thèmes que j'apprécie particulièrement, les conflits raciaux et la ségrégation aux États-Unis, et l'homosexualité. Là, dans L'homme qui meurt, on suit un acteur noir sur son lit de mort, et en fait, il se remémore sa vie, les choix qu'il a fait, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il aurait pu ou dû faire autrement dans sa vie. Et j'aime bien cette espèce d'introspection qui va nous permettre de remonter le temps jusqu'à sa naissance, à cet homme-là. C'est devenu une œuvre majeure de la littérature américaine. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre, que c'est Folio. Ils écrivent trop petit dans leurs romans. Je vais écrire à Folio, je vais leur dire choisissez police 12. Ou 15. Par contre, ça a l'air dense, enfin, il n'y a pas d'espace dans le roman, c'est des pavés entiers. J'ai aussi envie de découvrir James Baldwin, donc vu que c'est un de ses romans majeurs, je me dis autant commencer par celui-là. Ah bah, il n'y a plus de livres. Il n'y a plus de questions? Si, il y a encore 2 questions. Quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta palle? Ça, c'est sûr, c'est les poches, parce que j'achète beaucoup de poches. Et donc ça doit être tout ce qui est folio, pocket, le livre de poche, j'ai lu. C'est aussi ce qu'on trouve le plus facilement en boîte à livres ou en occasion sur les brocantes ou chez Emmaüs. Donc les maisons d'édition les plus représentées sont les maisons d'édition de livres de poche. J'ai pas encore d'attache à une maison d'édition particulière. Si, je commence à en avoir une sur Gallmeister, Totem. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est la plus représentée, mais je commence à avoir une petite collection. Je dois bien en avoir une dizaine maintenant, ce qui est déjà pas mal. Dernière question. Tenez bon les amis, tenez bon. Comment envisages-tu les années à venir avec ta pile à lire? Des conseils. Je n'envisage pas de... J'envisage rien en fait. Si, là en fait, ce que je vois c'est qu'elle commence un peu à grandir. Vu que j'y suis indifférent pour l'instant, ça me dérange pas. J'ai pas de conseils. Selon moi, c'est... En fait, c'est comme quand j'ai envie de lire un livre, c'est à l'instinct, genre sur le moment, j'ai envie de le lire et je fonctionne un peu pareil avec l'achat. C'est vrai que je suis en librairie pour aller acheter un livre et je peux ressortir avec 3 ou 4 livres parce que c'est sur l'instinct, sur le moment. Celui-là, il me fait envie et j'ai envie de le lire, donc je l'achète et je me dis, bah s'il n'est pas lu là, il sera lu plus tard ou il sera lu par quelqu'un d'autre. Oui, c'est des livres, oui, ça coûte cher. Et puis d'un côté, je me dis, si je dépense 20 balles dans un livre et que je le lis pas, bah, je l'offrirai ou je le donnerai à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'acheter et ça lui fera plaisir. Donc voilà, en fait avec ma pile à lire, j'ai pas de conseils et j'envisage pas grand chose à part le fait qu'elle a l'air de grandir et que ça me dérange pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop décousu. On essaye de se retrouver assez rapidement pour un point lecture dans lequel je vous parlerai de Nouvelle Vague de Arnaud Catherine, de Dune si j'arrive à le terminer rapidement, et de... C'est quoi l'autre livre que j'ai lu? Bah, j'ai lu L'Anomalie, le Goncourt 2020, voilà, j'ai lu un prix. Celui-là, il me faisait pas peur dans le sens où j'avais peur de le lire parce que je pensais être trop bête. Il me faisait peur parce qu'en fait, le résumé me tentait pas du tout de ce qu'on voyait sur la 4e. Et on m'a dit après, oui, mais il faut pas lire la 4e. Enfin, elle le révèle pas assez ou un peu trop. Elle est trop vague, mais c'est de la SF, c'est de la science-fiction. Vas-y, lis-le et tout. Donc du coup, je suis allé l'acheter et je l'ai lu. Et j'ai bien aimé, mais je suis mitigé. Donc voilà, on parlera de L'Anomalie, le Goncourt 2020, de Les Nouvelles Vagues d'Arnaud Catherine du Young Adulte, de Dune, probablement si je le termine, et possiblement d'un 4e roman dont je ne peux pas vous dire encore ce que ce sera parce que je ne l'ai pas commencé. Voilà. En attendant, moi je vous souhaite de bonnes lectures et de bonnes découvertes, et surtout, n'oubliez pas d'être